En septembre 2023, l'association Club Aid s'est rendue au Togo dans le cadre de ses projets de développement. Nous sommes allés rendre visite à l'un de nos partenaires locaux, l'ONG Creuset Togo. Voici une vidéo de notre visite et la description des activités qu'il mène. Bien, ici nous sommes donc au centre Candia de l'ONG Creuset Togo, et c'est à Sokodé précisément dans la région centrale. Et c'est avec grand plaisir que nous avons reçu la visite des membres d'une délégation de Club Aid en provenance de Genève. Et c'est avec fierté que je le dis parce qu'ils ne sont pas venus main vide, ils sont venus avec des cadeaux, notamment les vêtements pour les enfants de notre centre, notre orphelinat. En effet, l'orphelinat accueille plusieurs enfants, filles et garçons, avec une capacité d'accueil de 30 enfants. Et s'il s'agit des enfants qui ont perdu un ou les deux parents, dont les deux parents sont décédés, il s'agit des enfants accusés de sorcellerie, renvoyés de la maison. Alors les enfants, nous on est très contents de venir ici, de vous rencontrer, de partager ces cadeaux avec vous. J'espère en faire plus encore dans le futur. Mais les choses se font gentiment, doucement. Et voilà, je pense qu'il y en a qui me connaissent, qui m'ont déjà vu. Non, tous sont déjà partis. Ah, ils sont déjà tous partis, hein? Ceux qui étaient là, ok, c'est des nouveaux alors, ouais. Mais à chaque fois que je viens au Togo, je viens rendre visite à Bruno et je viens rendre visite aux enfants. Et voilà, vous êtes dans mon cœur, je ne vous oublie pas. Lui, il était là, non? Je voulais vous dire bonne arrivée au centre Creuset Togo et merci pour tout ce que vous nous avez donné. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne le santé. Que Dieu vous donne la santé pour que vous nous ameniez prochainement. Et merci beaucoup. On est très contents de ce que vous nous avez donné. Abel Vivo Dou. Merci beaucoup que vous êtes venus ici. Pardon, nous voulons comprendre, nous voulons savoir là que vous avez venu. Il pose une question. Vous êtes venu d'où? C'est ça, non? Oui. Continue, moi je suis interprète, à la fin tu me payes un peu. Et Dieu n'est qu'à vous bénir, et Dieu n'est qu'à vous donner longue vie, et Dieu n'est qu'à ajouter l'argent que vous allez encore venir vous donner ce que vous avez. Donc, Abel veut savoir provenance. Donc, moi et mon épouse, on vient de la Suisse, de Genève, mais on ne ressemble pas trop aux Suisses, je dirais, n'est-ce pas? Donc, moi, je suis d'origine de la Turquie. Mes parents, ils sont venus de la Turquie. Et mon épouse, ses parents, ils sont venus du Soudan. Elle est aussi africaine, comme vous. Et puis, mon collègue Hubert, il est français. Il habite à côté de Genève. Et c'est un membre actif de notre association, un membre pilier qui nous aide beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. J'ai eu aussi l'honneur de connaître son épouse quand j'avais voyagé. Elle m'a bien préparé à manger, elle s'est occupée de moi. Donc encore, merci. Et c'est l'atelier de couture de Creuset Togo. Et la patronne est là. Les apprenants sont au nombre de 12. Aujourd'hui, bon, nous avons 4 ou 5 qui sont là, les autres étant en examen de fin de sortie. Et comme c'est samedi aussi, donc c'est une équipe, ils font 2 équipes. Comme c'est samedi, il y a une équipe qui arrive. Et à partir de lundi, la seconde équipe suit. Vu la salle qui est un peu restreinte aussi, donc la patronne a préféré faire 2 équipes. Oui, c'est des jeunes déshérités. Ici, nous avons les enfants à partir de 6 à 17 ans. Ça, c'est au centre. Oui, je parle dans l'ensemble, de 6 à 17 ans. Et lorsqu'un enfant arrive et
il dépasse l'âge scolarisable selon son projet de vie avec l'équipe du centre, les éducateurs. Donc s'il veut se lancer dans un métier porteur, on a toute une panoplie de métiers porteurs que nous leur proposons. Mais avec le temps qu'il fait au niveau du centre, on essaie de voir l'accompagnement, on essaie de voir dans quel métier il peut exceller. Et donc l'atelier de couture, c'est l'échantillon des vagues de métiers. Donc on essaie de l'amener ici. Celui qui opte pour la couture, donc on essaie de l'amener ici pour l'expérimenter. En attendant de lui retourner dans sa famille et de trouver un patron auprès duquel il peut continuer l'apprentissage. Également, l'atelier accueille les enfants qui sont hors du centre, c'est-à-dire ceux qui sont dans les familles et ils souhaitent faire suivre la formation. Donc, le centre les accueille pour leur formation. Donc, l'atelier est mixte, filles et garçons, mais pour cette année, c'est les filles seulement. Parce que la patronne, elle fait filles comme garçons. C'est la haute couture. En dehors des filles qui sont ici, il y a des jeunes du centre, des enfants du centre, qui essaient les week-ends de passer au moins pour un petit temps, faire le boutonnage un peu, surtout les filles, quand un soutien se coupe un peu, mais il est bon à utiliser, on peut lui raccommoder pour encore un petit temps. Et on arrive directement à détecter les jeunes talents au niveau du centre. Et en termes de besoins, les 4 filles qui viennent de finir, normalement nous avons, c'est à l'aide de certains partenaires qu'on a pu les signer les frais de contrat. Elles viennent de finir, maintenant c'est un nouveau défi qui est là, puisqu'on doit les installer et elles doivent avoir besoin des machines, de l'équipement et voir les louer une chambre où ils vont commencer par s'exercer un atelier. Donc c'est vraiment un besoin très essentiel pour nous. Donc, je remercie beaucoup Creuset Togo pour son effort et pour comment ils ont établi, disons, le travail là pour nous. Et je remercie aussi Dieu pour comment il a permis que cette institution soit mise à l'œuvre. Donc actuellement, nous sommes au nombre de 12. Les autres sont partis à l'examen. Par la grâce de Dieu aussi, ils ont reçu. Donc je remercie beaucoup. Ils m'ont appelé. Donc, actuellement, c'est aujourd'hui qu'ils vont terminer. Et le lundi, peut-être on va se retrouver. Comme ils viennent de le dire, la salle est un peu petite pour nous. Donc, vu les 12 déjà, c'est trop. C'est pourquoi, parfois, il y a 2 camps. Il y a les autres qui viennent pour un temps et les autres continuent. C'est comme ça qu'on fait le jeu pour parvenir à la fin de la formation pendant les 3 ans. Je suis Rodolphe Adjadé Meibnesso, responsable de la ferme de l'ONG Creuset Togo. Nous sommes ici à la ferme de l'ONG Creuset Togo. La ferme s'étend sur 24 hectares et nous produisons des céréales et nous faisons aussi de l'élevage et des formations chez nous ici. Donc notre ferme a été créée dans le souci de produire en quantité et en qualité pour la consommation de nos enfants et du centre de l'orphelinat. Donc l'ONG a un orphelinat qui se dénomme Candia. Et pour la prise en charge alimentaire des enfants, nous produisons les produits de qualité agricole ici pour leur consommation. Pour la formation ici, nous recevons les étudiants de l'Université de Kara, de l'Université de Lomé, ceux de l'INFA de Tové, pour les stages de perfectionnement d'initiation aux bonnes pratiques agricoles. Et parfois aussi, nous recevons ceux qui n'ont pas été à l'école pour leur initiation, puisque la langue aussi manque pour la formation. Donc, nous faisons notre formation 80% la pratique. Et donc, avec eux, nous les montrons comment faire les bonnes pratiques agricoles. Donc, notre dernière formation de courte durée datait de juin 2022 avec la GIZ, où nous avons eu pour 4 mois 10 jeunes pour la formation en maraîchage, compostage. Pour l'élevage, souvent nous faisons l'élevage, nous changeons, on fait des pondeuses, parfois des coquelets, des poulets de chair.
La bande que nous avons présentement, ce sont des poulets Goliath. Ce sont des poulets Goliath. Nous avons pris 600 têtes. Nous avons 300 de l'autre côté. Et ces poulets sont dans leur 5e mois. Ils sont déjà arrivés pour le marché. Donc, c'est bon pour la consommation. Et nous faisons déjà la promotion pour ceux qui veulent, les clients qui veulent. Ils lancent la commande et nous les livrons. Donc, les déchets, vous voyez présentement, quand on décape les bergeries, nous utilisons ça pour préparer le compost, l'engrais vert. Donc ici, c'est notre clapier, ce sont nos lapins. Donc eux aussi, pour que notre compost soit riche, nous diversifions les déchets aussi que nous utilisons. Donc nous prenons les déchets des clapiers, ceux des poules, ceux des moutons que nous associons pour pouvoir faire un compost bien riche. Donc ici, c'est notre enclos de moutons et chèvres. Je précise que présentement, les chèvres sont dans la brousse pour le pâturage et les moutons doivent partir vers 15 heures. Donc, ce sont les moutons qui sont là. Ils attendent, la pluie menace un peu. Comme il y a l'eau, on préfère espérer un peu avant de les lancer. Ici, c'est notre poulailler traditionnel où nous élevons les poules de race métissée. Quand j'appelle poules de race métissée, c'est que nous croisons les poules ordinaires et les poules de race, les goulettes que nous avons vues là-bas, parfois avec les pondeuses, pour avoir une race moyenne qui est plus résistante que les pondeuses et les poules de race. Donc c'est ça que nous faisons par ici. Ici, nous sommes sur le site de compostage. Ça, nous appelons les fosses, ce sont nos fosses de compostière. Donc nous sommes partis d'une expérience à partir des bambous, où nous avons mis les bambous. On a essayé de voir que c'était bon, rentable, et nous avons essayé de moderniser ça en utilisant le béton pour faire des piquets et remplacer ça à la place des bambous, puisque les bambous se gâtaient. Donc maintenant, l'espace que nous laissons entre là, c'est pour permettre l'aération et accélérer la décomposition des matières. Donc pour ce faire, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons d'abord une couche de matière végétale. Quand je dis matière végétale, c'est les herbes fauchées, c'est la récolte, les pailles des récoltes des champs que nous conduisons à ce niveau. Maintenant, nous utilisons comme matière animale les déchets des animaux que nous venons de voir pour faire le compostage. Et comment ça se fait? Nous mettons la première couche, une matière un peu plus épaisse que les autres, une matière végétale. Ensuite, nous altérons avec la matière animale. Nous arrosons suffisamment. Nous utilisons la cendre pour éviter les odeurs et essayer de stériliser un peu notre compost. Donc, ce compost que vous voyez ici, demain, dans la semaine, dans notre promotion, vous avez vu, on va le retourner. Donc, nous le mettons ici. Et les couches superficielles seront en bas et celles qui étaient en bas remontent. Donc, c'est ça que nous appelons le retournement du compost. Et déjà, là, il fait pratiquement 2 mois. Donc, 3e mois, on peut déjà commencer par l'utiliser parce qu'il est presque maturité. Ici, nous sommes en train, venez. Là, ce compost est en préparation. Donc demain, nous allons l'augmenter. Et vu sa densité, il peut aller jusqu'à 3 mois, 4 mois avant d'être retourné. Parce que nous ne l'avons pas fait d'un seul coup. Et ce compost, à quoi il nous sert? Nous l'utilisons pour le maraîchage et pour les cultures. Nous allons aller vers là, vous allez voir les résultats du compost parce que pour commencer la culture, c'est ça que nous répandons dans le champ. Et lorsque nous utilisons, on a de bons résultats. Actuellement, ils sont en train de préparer leurs planches pour faire la pépinière de l'artémisia. Donc, à la ferme de l'ONG Creuset Togo, dans le domaine de l'horticulture, nous cultivons le moringa, le kaya et la plante qu'on appelle artémisia, qui est reconnue pour sa capacité de soigner le paludisme. Non seulement le paludisme, mais actuellement, avec les laboratoires, c'est le paludisme qui est mis en exergue avec la plante là. Ici, ils sont à l'étape de préparation de la planche. Donc, ils ont déjà creusé bien et ils enlèvent les déchets pour pouvoir avoir une plante bien plane. Parce que les graines de l'artémisia sont très petites, si bien que lorsque la plante est penchée un peu, dans l'arrosage, ça peut balayer les graines et puis stocker dans un trou. Donc, ils arrangent ça pour aplanir bien la plante. Présentement, ce sont les petits cailloux qu'ils enlèvent, puisque les graines peuvent rester sur les petits cailloux et on n'aura pas un bon résultat au niveau de germination. Et si un petit caillou se touche sur la graine, vous allez voir qu'il y aura des espaces vides sur la planche. Donc,
c'est infiniment petit, même que ce n'est pas visible. On dirait que c'est la poussière. Ah oui, d'accord. Donc, juste la quantité que j'ai là, j'ai déjà près de 200 graines dans ma main comme ça. Vous voyez? Et puis, quand le vent fait, facilement, le vent peut les emporter. Donc, pour faire après d'avoir fait la pépinière ici, donc quand il y aura la germination, maintenant, ça serait très serré. Oui. Et il faut les séparer pour qu'il y ait aération. Donc, en ce moment, nous cherchons les pots et on les démarie, on empoute, on met dans des pots. Là, ils ont plus la liberté de grandir comme il faut. Et à un âge donné, on les repique. Donc déjà, ce que nous faisons là, nous sommes en train de préparer l'artémisia pour le maraîchage. Parce que bientôt, nous sommes à la fin de la saison pluvieuse. Et c'est la pépinière pour le maraîchage qu'on veut commencer. Donc juste le maïs qui est prêt ici, là, on les récolte. C'est notre ère de maraîchage. On commence par l'artémisia et autres légumes. Donc, pendant la saison pluvieuse, nous avons mis un système au niveau des toits pour récolter l'eau de pluie des toits. Donc, on ne laisse pas tomber. Et l'eau de pluie des toits est stockée dans 2 citernes ici, de 30 mètres cubes, que nous allons visiter. Je précise que c'est une solution palliative à la difficulté d'eau. De l'eau. Auparavant, quand c'était uniquement le forage problématique, on n'a vraiment plus de traces d'eau quand ça commence. Donc on a réfléchi qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons fait ceci, mais ça ne résout pas toujours le problème. Il faut réfléchir à une solution plus adéquate. La saison est longue. Oui, la saison est longue. Donc cette eau est stockée ici pendant la saison pluvieuse. Comme actuellement, on n'a pas encore commencé par utiliser, elle est stockée. Voilà. Vous voyez, elle est stockée là aussi. Donc, il y a une communication. Quand ça remplit, là, ça vient par ici. Donc, nous pompons l'eau des citernes. On envoie sur le site maraîcher et on arrose. C'est ici aussi que nous utilisons pour arroser les arbres fruitiers que je vous ai montré partout. Mais notre souci, c'est qu'à un moment donné, l'eau ne nous suffit plus. Alors que les plantes ne sont pas encore à maturité pour qu'on les récolte. Et l'eau finit ici. Donc, il faut chercher l'eau au forage. Notre forage, dans le milieu ici, il n'y a pas l'eau. Les puits tarissent déjà en mars et tout le village ici vient chercher l'eau sur notre forage qui a été fait de façon manuelle. Mais malheureusement, à un moment donné, on n'a plus l'eau. Il faut attendre à longueur de journée pour avoir au moins une bassine. Maintenant, les gens veulent voir et nous voulons arroser les arbres. Donc ça devient une guerre entre nous. Et nous essayons de gérer ça comme ça. Vous allez voir, on commence la matinée à arroser jusqu'à 20 h, mais des fois, les plantes commencent par mourir au jardin et on tombe en faillite. Donc, actuellement, c'est le plus grand souci au niveau du maraîchage. La surface est là, 1 hectare, mais pour pouvoir le mettre en valeur, il faut vraiment faire recours à une source d'eau. Sinon, c'est difficile. Ces arbres, ici, c'est pour avoir de l'ombre, surtout en saison sèche. Avec la chaleur, dans les chambres, il fait très chaud. Bon, c'est notre système de climatisation qui permet de vivre un peu. Ça protège le mur et ne tape pas. Et il y a un peu de la fraîcheur dans la chambre. Donc c'est le rôle de ces arbres derrière ici. C'est du Nîmes? Non, ça c'est pas le Nîmes, mais c'est Cassia. Celui qui donne des fleurs jaunes. Des fleurs jaunes, exactement. Et nous avons un système parce que ça, pour éviter qu'il donne des fissures au mur. Comment vous appelez ça là? Nous essayons de couper les racines. On fait une fosse et on coupe les racines qui vont vers le mur pour éviter de faire des fissures dans les murs. Oui. Sinon, ça va casser les murs. Oui. Chaque année, on doit faire ça. Les nouvelles racines qui passent. Vous ne pouvez pas juste mettre une plaque métallique tout le long? Oui, on peut mettre une plaque métallique, mais quand la racine vient coigner la plaque, elle prend, elle descend, elle va passer. Ça, c'est le champ des tecs. Donc, les tecs là font pratiquement, ils sont dans leur 2e année ça. Et il y a le vent qui vient pour pouvoir les courber, il faut les redresser. Donc vous voyez les fils que nous avons mis, ça permet de les redresser. Donc on vérifie régulièrement et puis on change d'arbre pour que ça soit bien droit. Le vent, c'est lors des orages avec les pluies. Ça tourne beaucoup, alors. Oui, ça tourne beaucoup. Et oui, c'est de l'ouest à l'est. Vous allez voir déjà. L'harmattan, non, lui, c'est pas ça aussi. C'est des pluies orageuses avec le vent qui essaie de nous détruire les choses. Vous allez voir que l'autre fois, quand le vent soufflait, même ça a enlevé la plaque du jardin, de notre clôture, la plaque solaire. Donc, elle a été endommagée, on doit encore renouveler au début de la saison.
Parce que si on ne fait pas ça, les animaux vont nous détruire les clôtures là-bas. Pendant la saison sèche. Oui, pendant la saison sèche, puisque c'est là-bas seulement il y aura la verdure. Oui. Donc les animaux, tous les animaux chercheront à aller vers là. Mais avec cette clôture électrique, lorsqu'ils viennent, ils reçoivent le choc, une décharge, ils retournent. C'est notre forage manuel. Et c'est ici, on s'approvisionne, on puise l'eau pour les animaux, pour le maraîchage et pour la population. Donc, c'est un forage qui a été fait de façon manuelle et le débit n'est pas très suffisant pour l'élevage, la consommation humaine. Comme je vous l'avais dit, en mars, c'est ici tout le village, près de 500 habitants, viennent pour chercher l'eau. Or, la quantité là ne peut pas nous suffire pour le maraîchage, pour l'élevage et pour pouvoir arroser les arbres. Donc, du coup, c'est ça qui freine un peu les activités au moment de la saison sèche. Donc, le maraîchage, parfois, nous mettons les plantes et lorsqu'elles ne sont pas encore à maturité, elles se sèchent faute d'eau. Nous regardons impuissamment parce qu'on ne peut pas trouver l'eau. Et dans notre zone ici, il y a un peu une roche et c'est ce qui fait que les puits tarissent, on n'arrive pas à les faire en profondeur. Donc c'est la roche qui est embêtée ici aussi lors de foration. Ici, c'est l'Artemisia afra. Lui, il se reproduit par bouture. Donc nous faisons des petites boutures que nous mettons dans des pots et ça se régénère. Lui aussi, il est très efficace pour le paludisme, dans la lutte contre le paludisme. Dans la lutte contre le paludisme, surtout au niveau du centre de transit, c'est une plante qui nous a beaucoup aidés. Les enfants, souvent, tombent régulièrement malades du paludisme. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'introduire cette plante pour l'expérimenter. Et nous avons vu qu'elle est très efficace dans la lutte contre le paludisme. Actuellement, au niveau du centre, ils prennent ça régulièrement et on n'en parle plus du palu. Si vous voyez un enfant à l'hôpital, c'est peut-être souvent l'infection ou quelques maux de tête. Sinon, le paludisme, nous-mêmes ici, c'est ça nous prenons pour l'équipe de la ferme. On fait ça régulièrement et on ne parle plus de palu chez nous ici. Ça, ce sont des vieux manguiers. Quand nous sommes venus acquérir notre site, ces manguiers existaient déjà et c'est comme un patrimoine. Et c'est là que nous récoltons pour la transformation. C'est d'ici qu'est née l'idée de mettre sur pied l'unité du jus de transformation des fruits. Puisque en saison des mangues, vous allez voir qu'à un moment donné, les mangues mûrissent et tout tombe à terre. Les gens ne consomment pas, ça pourrit, ça se gâte. C'est de là que nous avons eu l'idée, si on pouvait mettre sur pied une unité de transformation, et on a commencé, petit à petit, on a eu une unité de transformation. Donc ces manguiers-là peuvent produire en moyenne 7 à 8 tonnes de mangue dans l'année. Oui, dans la saison, 7 à 8 tonnes. Non, ces manguiers, c'est 5-6 manguiers qui sont là-bas. Là. 7 à 8 tonnes? Oui. Ils produisent tellement et ça tombe à terre, les gens ne consomment plus. Ça dit, les gens ne peuvent plus consommer. Oui. C'est des vieux manguiers. Ils sont très géants. Ici, nous sommes dans le champ des tecs. Et ces tecs-là ont été plantés il y a de cela déjà 5 ans. Donc, nous sommes dans la 5e année, on continue. Donc, quand nous parlons d'élagage, c'est les branches-là qui essaient que nous coupons pour permettre à l'arbre d'avoir un tronc bien droit. Donc, vous voyez ces branches qui sont à terre là, qui jonchent à terre là, nous venons de les élaguer et nous continuons. Donc, ce champ s'étend sur 2 hectares. 2 hectares de teck. Oui, et vous avez quelle densité d'arbres ici, actuellement, par rapport à la densité, il y a eu beaucoup de mortalité, si bien que la densité n'est pas ce que ça devait être. Mais, néanmoins, ça tourne environ de 150 à l'hectare, puisqu'on l'a très serré, on a fait 2 mètres, oui. Et on viendra élaguer à un moment donné pour permettre les autres de grandir. Donc, dans 3 ans, par exemple, quand je prends ici, vous voyez ici, c'est pratiquement, disons, ça n'atteint pas 1,50. Donc, plus tard, on vient sauter celui-ci pour laisser les 2 arbres de continuer de grandir. Donc, c'est l'idée qu'on a fait en les serrant. Oui, au départ, oui. Voilà. À un moment donné, on va sauter les autres et on laisse maintenant la distance normale. Oui, ce que nous allons couper là vont servir aux maçons pour faire des toutières lors de dalles. Ça peut servir aussi pour faire des toitures des chambres. Et maintenant, ce qu'on laissera là, eux, ils vont servir de planches quand ils seront bien mûrs et faire les papiers autres. L'eau va nous limiter. On a encore 2 hectares d'anacardier là. Et avec la formation, la coopération GIZ, nous avons
ils sont venus nous former dans la transformation des pommes en jus. Donc, là-bas aussi, comme au niveau des mangues, à un moment donné, les pommes, ça tombe à terre, ça pourrit. Et c'est de là aussi l'idée est née de transformer ces pommes-là en jus pour conserver pendant longtemps. Comme les pommes de quoi? les pommes de cajou, les anacardiers, ça produit les fruits qui sont rouges façon avec une graine. Nous récoltons les graines et maintenant le jus est transformé et embouteillé pour une longue durée. Puisqu'il y a une période où, quand c'est prêt, ça pourrit et c'est fini. Après, on en a besoin, mais il n'y en a pas. Mais si on arrive à conserver, donc on transforme ça en jus et on conserve dans les bouteilles pour utiliser ça après. Et les gens, ils aiment bien consommer ça? Tellement, si bien on n'en a même plus puisque le stock est déjà épuisé. Les gens adorent. Ici, c'est le champ de moringa. Nous avons préféré mettre la sauce ici pour entretenir sous. Donc, c'est ici nous cherchons notre sauce. Ça, c'est le zé de Guinée. Et celui-ci, c'est le gombo. Donc, les associés. Et ça nous permet de faire la sauce. Donc, c'est ici on récolte les fruits, parfois les feuilles aussi, pour faire la sauce et consommer. Oui. Là, c'est moringa. Cette plante vraiment est très utile. Nous l'utilisons en élevage. Nous l'utilisons aussi pour la consommation. C'est une plante qui a beaucoup de vertus. Sur le plan alimentaire, ça permet, d'abord au niveau des poules alimentaires, au niveau des poules, ça permet de renforcer l'immunité des poules. Au niveau des pondeuses, ça renforce le jaune de l'œuf. Et lorsque il y a le système de piquage, c'est-à-dire les poules commencent par se piquer, on l'introduit aussi pour essayer de les calmer, puisque c'est riche en calcium. Donc, au niveau des enfants, c'est un complément alimentaire. On fait ça, on fait la sauce, des fois on fait la poudre et on peut mettre dans la bouillie pour prendre. Donc, c'est une plante qui a beaucoup de vertus. Nous avons préféré l'associer avec l'artémisia pour mettre ça ici. Le maïs jaune, c'est un maïs qui est très riche en vitamines. C'est bon. C'est pour les poules et la consommation. Pourquoi vous les laissez venir dessus? Non, on vient d'ouvrir, comme on était là. Vous voyez, ils sont venus. Il y a des insectes qui sont dedans, les chenilles qui sont. Vous voyez, ces chenilles-là. Donc, eux, ils enlèvent ça. Et c'est très riche, comme surtout les choses très riches pour eux. Et comment ça se fait qu'il y a des chenilles dedans? En fait, pendant la saison pluvieuse, toujours il va les chenilles, parce qu'il y a l'humidité. Et quand les chenilles, ça prouve la qualité, ça donne la qualité bio de l'aliment. Chez nous aussi, ceux qui, c'est-à-dire autour, quand souvent les gens m'invitent pour ce cas, qu'est-ce que moi je les conseille? C'est la cendre. La cendre que nous prenons, je les demande de mettre, quand ils aspergent ça, la cendre entre un peu avec la potasse, quand ça les repousse, ils sortent. Puisque chez nous on utilise le bois, donc on a beaucoup de la cendre qui... Et là, vous faites vous-même d'une année sur l'autre la graine? Vous reprenez les oui, oui. Donc ici c'est l'ère de séchage, dont on vient de récolter et on a séché. Donc d'ici la fin de la semaine, si le soleil nous permet très bien, nous allons les grainer et le stocker. Donc c'est le maïs que nous avons vu vers le bas qu'on a récolté, c'est ça. Comme le maïs, je le disais que le maïs jaune est très riche, donc pour les animaux et pour les enfants, surtout que nous avons les enfants à notre charge, on a préféré mettre le maïs jaune que le blanc. Nous sommes à la fin de notre visite. Merci beaucoup pour le déplacement. Je vous remercie surtout pour l'amour que vous avez pris pour venir nous voir ici. Parce que la distance n'est pas, c'est pas un petit truc. Grand merci et bon retour chez vous. Merci bien.